Comment est-ce que des millions de personnes, des inconnus, arrivent à vivre ensemble? C'est vraiment la question fondamentale. Et aujourd'hui, on va décortiquer une réponse assez radicale qui touche au cœur même de la manière dont nos sociétés sont organisées. C'est sans doute une des questions les plus anciennes que l'humanité se pose. Le texte qu'on examine aujourd'hui, qui s'intitule « Vivre ensemble », propose justement une réponse, disons, qui ne laisse pas indifférent. Alors, allons-y. Le point de départ, l'idée centrale de l'auteur, c'est que toute vie en société, mais vraiment toute, que ce soit un simple sentier tracé par des animaux ou bien une économie mondiale hyper complexe, eh bien tout ça, ça repose sur une seule chose, la prévisibilité. Ok, mais alors comment on fait pour créer cette fameuse prévisibilité entre les êtres humains? Pour l'auteur, tout commence avec une notion clé, celle des droits. Et attention, ici, d'après le texte, les droits, ce ne sont pas des concepts abstraits qui tombent du ciel. Non, ce sont des outils très concrets qui permettent de fixer des attentes. L'exemple est simple, c'est la certitude que le champ qu'on a semé, c'est bien nous qui allons le récolter. À partir de là, l'auteur développe une idée forte. Au fil de l'histoire, l'humanité aurait essayé de s'organiser en suivant deux chemins, deux logiques qui sont en fait totalement opposées. On va voir ça de plus près. D'un côté, on a ce que l'auteur appelle le moyen politique. C'est simple. On prend les choses par la force, par la contrainte. Et de l'autre côté, on a le moyen économique, qui consiste à créer de la valeur et à l'échanger librement, volontairement. Et là, on touche vraiment au cœur de l'argument. La distinction est fondamentale. D'un côté, la coercition, la force. De l'autre, le consentement, l'accord mutuel. Tout le raisonnement du livre découle de cette opposition. Pour illustrer ça, l'auteur va même jusqu'à personnifier ces deux logiques avec deux archétypes, deux figures emblématiques. D'un côté, on a le guerrier, celui qui prend par la force, et face à lui, le producteur, celui qui crée de la valeur. Maintenant que ce cadre est posé, le texte va l'utiliser comme une grille de lecture pour analyser quelque chose de très contemporain, l'État moderne. Et sans surprise, il va l'identifier comme l'héritier direct de ce fameux moyen politique. Et pour développer sa critique, l'auteur utilise une analogie assez parlante tirée de Guerre et paix de Tolstoï. L'idée, c'est que sur un champ de bataille, le commandement central peut bien faire les plans les plus géniaux du monde. Face à la complexité et au chaos du réel, ces plans s'effondrent systématiquement. Et c'est là que le parallèle devient vraiment intéressant. L'auteur transpose cette image du champ de bataille directement à l'économie. Les grands plans économiques de l'État du style « on va réduire le chômage » ou « on va maîtriser l'inflation », eh bien pour l'auteur, ils sont voués au même échec que les plans militaires, et pour les mêmes raisons. Alors si le moyen politique et la planification centrale sont considérés comme défaillants, quelle est l'alternative? C'est là que le texte bascule pour nous présenter sa vision d'une société qui serait, elle, organisée uniquement, exclusivement, par le moyen économique. Et cette alternative, pour l'auteur, c'est le capitalisme. Mais attention, pas juste le capitalisme comme un simple système économique, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable ordre social, une façon d'organiser la société qui permet une coordination incroyablement complexe, mais sans chef, sans plan central. Comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est un processus en plusieurs étapes. Chaque individu poursuit ses propres objectifs. Pour y arriver, il interagit avec les autres via des échanges volontaires sur le marché. De ces échanges naissent des prix qui agissent comme des signaux, de l'information. Et de tout ça, de manière presque magique, émerge un ordre complexe, un ordre spontané. Ça rappelle évidemment la fameuse main invisible d'Adam Smith. Pour vraiment faire comprendre cette idée d'ordre spontané, le texte nous offre une métaphore magnifique. Imaginez, dans un parc, des musiciens de jazz qui ne se connaissent pas. L'un commence une mélodie, les autres le rejoignent, ils improvisent, ils s'écoutent, et sans chef d'orchestre, sans partition, une musique harmonieuse et complexe naît de leur interaction. C'est exactement ça, l'idée. Et cette logique, poussée jusqu'au bout, nous amène à la conclusion la plus radicale, la plus provocatrice du livre. La vision qui est esquissée, c'est celle d'une société entièrement volontaire, une société pacifique. Dans un tel monde, les droits de propriété sont la base de tout. Toutes les interactions reposent sur le consentement. La justice ne vise pas à punir, mais à réparer, à restituer. Et même l'aide sociale est assurée par des associations volontaires, pas par l'État. En somme, toutes les fonctions de l'État seraient remplacées par des accords libres entre les gens. Ce qui nous laisse avec cette question finale, la question fondamentale posée par ce texte, et si, pour reprendre la métaphore du jazz, l'harmonie de la société n'avait finalement pas besoin de chef d'orchestre? C'est une pensée radicale, bien sûr, qui remet en cause une de nos suppositions les plus ancrées, l'idée qu'une autorité centrale est indispensable pour vivre ensemble en paix et dans la prospérité.